En décembre 2021, le président Emmanuel Macron a annoncé allouer un budget de 16 millions d'euros pour un institut de stimulation cérébrale à l'hôpital Sainte-Anne. Le docteur David Attali, chef de clinique du service, a déclaré aux Parisiens le 6 décembre 2021, je cite, « Cette technique permet aujourd'hui de guérir les 30% de patients en dépression sévère qui résistent aux différents traitements. Un courant de faible intensité est envoyé sur les tempes pendant une trentaine de secondes avec une anesthésie d'à peine 5 minutes. Ces ECT, pour électroconvulsivothérapie, comme la stimulation cérébrale profonde, SCP, restaurent la connexion du cerveau en stimulant les neurones qui se reconnectent entre eux. La stimulation cérébrale est alors une sorte de cure de jouvence du cerveau. » Fin de citation. Il semblerait que l'on soit loin de l'image qui a marqué ma génération, avec Vol au-dessus d'un nid de coucou, ou bien avant, avec un film formidable, Choc Corridor. Dans un article de Yves Edel et François Caroli, Histoire de l'électrochoc, des traitements électriques à la convulsivothérapie en psychiatrie, les auteurs rapportent que l'utilisation des électrochocs comme thérapie pour les patients schizophrènes date officiellement de 1938. Mais dès 1840, Aldini utilisa ce type de traitement contre la mélancolie. Alors, je répondrai d'entrée de jeu qu'il est nécessaire de recontextualiser la question des électrochocs. Je continue d'appeler électrochoc, sismothérapie, convulsothérapie, si vous voulez. Il faut la contextualiser de la manière suivante. Ce qui apparaît aujourd'hui comme, on va dire, un événement dans la science, n'est ni un événement et non plus ne relève pas de la science. L'électrochoc n'est pas en soi une nouveauté, mais ce qui est nouveau, en revanche, c'est-à-dire l'annonce de M. Macron, est un non-événement en ce qui concerne la psychiatrie. Cependant, elle a vocation à faire événement, c'est-à-dire à participer à la subversion qui est en train de se produire dans le champ du mental, c'est-à-dire la suppression au fond de l'être parlant comme par l'être, au profit d'un intérêt exclusivement centré sur le corps. D'ailleurs, vous avez parlé de cerveau, il a parlé de cerveau. Le cerveau est un corps qui ne parle pas. La pensée est dans le cerveau, mais le cerveau en tant que tel est un organe qui est au fond dissocié en quelque sorte. Il est le support de la pensée et de la parole. Bien sûr, il faut un cerveau vivant pour parler, pour penser, mais en tant que tel, le cerveau, lorsqu'il est, on le sait très bien parce que les tumeurs cérébrales, parce que la maladie d'Alzheimer, parce que tout un tas de maladies qui atteignent le cerveau en tant que tel, effectivement produisent des effets de parole. Mais il ne s'agit pas de cette parole-là, il s'agit d'une parole en tant que précisément le cerveau est le support muet de cette parole, enfin, n'est que l'instrument de cette parole. Donc aujourd'hui, il n'est plus l'instrument, il n'est plus le support, il est devenu au contraire le siège du sujet lui-même. Et ça, c'est ce qui est en train de se produire de manière généralisée. C'est-à-dire que là, on retrouve exactement ce qui se passe à propos des dysphories de genre. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un sujet dise « je suis ce que je dis », qui va être l'objet de nos journées d'études, pour que ce qu'il dit soit pris au pied de la lettre, et que prendre au pied de la lettre signifie ne s'intéresser qu'à son corps. Son corps en tant qu'il le dit, et non pas son corps en tant qu'il l'éprouve. Et le corps en tant qu'il l'éprouve, lui, est bien plus complexe, et il aurait, ce sujet, beaucoup plus à nous dire si on pouvait lui laisser la parole, justement. Donc, alors, ce que je voudrais préciser, là, c'est que nous ne sommes déjà plus à l'ère du DSM-5. Nous ne sommes déjà plus à l'ère du cognitivisme, ni même à l'ère des thérapies comportementales.
les neurosciences sont une radicalité supplémentaire vers une biologie, vers un retour à la nature dans lequel il n'y a aucune culture, c'est-à-dire vers une disparition de la barre entre nature et culture. Culture au sens entendu, au sens large, entendu au sens d'un être parlant, culture même de son imaginaire, pourquoi pas, culture de sa vie, culture de son être, de comment il va, au fond, construire, puisqu'on aime bien le terme de construire aujourd'hui, enfin en tout cas comment il va réaménager, inventer son existence. Donc ça, c'est absolument fondamental, parce que si on parle d'électrochocs, il faut les situer dans ce contexte-là. Hors de ce contexte-là, ils n'ont pas du tout le même sens. Et là, on voit que tout converge vers la disparition du sujet en tant qu'être parlant, mais pour devenir l'être jouissant dont l'autre s'occupe, c'est-à-dire s'occupe de sa jouissance, mais pas de ce qu'il est. Bon. Ceci étant dit, on voit donc que les électrochocs rentrent là-dedans. Alors, avec justement les psychiatres tout prêts pour les dysphories de genre, etc. Donc, ceci étant dit, les électrochocs, nous en avons effectivement, on connaît ça dans l'histoire de la psychiatrie, ce n'est pas une nouveauté. Alors, les électrochocs dans l'histoire de la psychiatrie, on les utilisait. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai failli une fois, mais le sujet s'est sorti de sa mélancolie au moment où on prenait le rendez-vous. Bien, en tout cas, ils étaient réservés, ils n'étaient pas rejetés. La psychiatrie ne rejette pas comme ça arbitrairement. Pourquoi se priver de quelque chose, en effet. Donc ce n'est pas sur ce terrain-là qu'on peut trouver ni les psychiatres, ni même les psychanalystes, pourquoi pas, quelqu'un qui est mélancolique, qui est identifié à la mort, qui personnifie la mort, qui l'incarne quasiment dans un état où plus rien n'est accessible pour lui. Concevoir un électrochoc n'est pas quelque chose d'impensable. Et c'est ainsi que nous le concevions dans les années 70, 80. C'était le dernier recours quand il n'y a plus rien. Alors, le dernier recours en cas de mélancolie, quand il n'y a plus rien, ça ne veut pas dire que ça arrive à la moindre difficulté. Or, dans le texte que vous avez lu, nous entendons cette phrase qui est extrêmement récurrente en psychiatrie, le sujet résiste au traitement. Et là, on revient à la question du corps. Il résiste au traitement, en effet, parce qu'on lui donne un traitement pour son cerveau, et ce traitement est déconnecté au fond, de la possibilité qu'il a d'en dire quelque chose de ce traitement, et d'associer à ce traitement les différentes, au fond, son point de vue sur les effets de ce traitement le concernant, et son point de vue sur le fait d'avoir des dialogues avec des analystes, des psychiatres, etc., qui eux-mêmes, dans ce nouage traitement-parole, produisent un résultat. Alors, qu'on ne dise pas il est résistant au traitement, comme s'il s'agissait d'antibiotiques, le sujet résistant aux antibiotiques. Le sujet résistant aux antibiotiques n'a rien à voir avec la résistance au traitement. Donc là, il faut que la psychiatrie se regarde elle-même et se dise comment un traitement est-il administré de nos jours, compte tenu de ce que je vous ai dit concernant le corps. Alors, c'est pour ça donc que tous, vous voyez qu'il y a là une inflation concernant les électrochocs, que cette inflation, elle est galopante. C'est-à-dire qu'on en arrive maintenant à proposer 3 électrochocs par semaine, enfin des séries d'électrochocs qui sont administrés comme une thérapie, comme une psychothérapie jadis, ou même pas seulement jadis, même maintenant. Donc c'est vraiment à la place. Donc on va traiter, au fond, on va traiter une folie sans sujet. C'est une folie que de traiter une folie sans sujet. Alors on va vous argumenter, parce que c'est très argumenté, on va vous argumenter, d'ailleurs on l'entend un petit peu dans ce que vous avez lu,
on va vous argumenter que, eh bien, qu'avec l'anesthésie générale, évidemment, c'est rien du tout, alors qu'avant, c'était sans anesthésie. Donc, puisque ce n'est rien, c'est très peu, on peut le faire. Et donc, on dirige le regard vers la facilité, la souplesse de maniement, le maniement souple. En réalité, ça, évidemment, très bien, tant mieux, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça l'inconvénient majeur de la sismothérapie. L'inconvénient majeur de la sismothérapie, c'est la perte de mémoire. C'est la perte de mémoire, c'est la disparition du sujet qui va avec, qui accompagne ça. C'est-à-dire qu'il suffit que vous regardiez sur Internet, vous avez sans arrêt des gens qui vous disent « Bon, je suis là, mais je ne me souviens plus très bien, mais enfin, ça va, j'ai pas mal. » Enfin, on n'est pas loin du sujet errant dans une pathologie dont il ignore les bords signifiant lui-même. Donc, il est bien dans son corps et on ne sait plus qui il est. Alors, vous comprenez que les électrochocs, dans ce contexte-là, ne relèvent d'aucune science, précisément. Ils relèvent probablement d'un confort du thérapeute et d'un confort de la société, peut-être d'un confort généralisé, puisqu'il est certainement plus facile, au fond, de traiter un corps qui ne se manifeste pas hors le discours commun et hors le discours admis et hors les bornes, on va dire, sociales, il est toujours plus facile de le traiter comme ça que de s'y confronter autrement, que de se confronter à un sujet autrement. Ce que je viens de dire dit que ces deux expressions que vous employez sont extrêmement appropriées à l'ère du temps concernant la psychiatrie que je viens d'évoquer. C'est-à-dire guérir en effet, absolument, à partir du moment où il s'agit de guérir éventuellement le cerveau, le comportement, où il s'agit que le sujet soit là sans être là, on peut appeler ça guérir. Maintenant, que le sujet puisse entamer, s'avancer dans sa vie avec ce qui va, ce qui ne va pas, avec un remaniement de ce qui lui arrive, parce qu'au fond, c'est ça la psychanalyse. Ça n'a jamais été guérir, bien entendu. De quoi pourrait-on guérir? La question pour la psychanalyse, c'est de remanier, que le sujet puisse remanier lui-même à travers ses paroles, à travers ses goûts, à travers des bribes d'intérêt, à travers le petit fil qu'il va attraper, qu'il n'avait pas tout à fait vu, mais qui néanmoins le tient, à travers cet autre qui le supporte, qui l'aide, à travers celui qui l'accompagnera toute la vie, comme j'ai pu le démontrer, y compris institutionnellement. Eh bien, c'est ça, remanier la jouissance. Nous sommes tous fous, mais nous ne sortons pas de nos gonds, nous ne sortons pas de la société, nous ne sortons pas hors discours, nous ne nous faisons pas attraper par la police parce que nous allons hors les limites. Eh bien, que le sujet puisse retrouver une manière d'être dans le monde qui lui permette d'être avec les autres et avec sa particularité, plus exactement sa singularité, c'est ce que veut la psychanalyse. Donc le terme de guérir, employé par un psychiatre, est un terme qui montre à quel point le psychiatre n'est pas psychiatre et à quel point il est le médecin du corps et du cerveau. Et à ce moment-là, s'il est le médecin du corps et du cerveau, il ne traite plus le sujet, il ne traite plus l'être parlant, il traite le cerveau. Nous touchons aux limites de la science, parce que ça n'est plus la science à ce moment-là, c'est du scientisme. De même, vous avez évoqué l'autre mot qui était la cure de jouvence.
la cure de jouvence, eh bien pourquoi le thérapeute ne ferait-il pas lui-même une cure de jouvence? Parce qu'après tout, c'est formidable d'avoir une cure de jouvence du cerveau. Donc on voit que ces termes utilisés à la limite de l'ironie, tout de même, j'espère pour lui qu'il est à la limite de l'ironie, parce que s'il y croit vraiment, ça serait inquiétant. Eh bien, cette cure de jouvence montre, au fond, à quel point on est vraiment dans un idéal qui n'en est pas un. Il ne faut absolument pas se laisser prendre à ces signifiants. Ils sont le contraire de l'idéal, c'est-à-dire ils sont l'illusion qui tue. C'est l'illusion, ces signifiants sont l'illusion qui tue le sujet. Donc l'illusion n'appartient pas au registre de l'idéal. Et l'idéal de la science, c'est autre chose que l'illusion scientiste. Et ça, je peux en débattre avec qui voudra sur ce point. Parce que vous voyez, on est dans le slogan, et le slogan s'approche au fond du malaise de la civilisation dont je viens de parler, c'est-à-dire celui qui ne s'occupe plus que des corps et plus du tout des êtres pensants et parlants. Donc dans ce cas-là, c'est normal qu'au fond, il rencontre sur ce chemin que la psychanalyse, parce que la psychanalyse, elle, s'occupe du par-l'être, c'est-à-dire de l'être qui parle et qui pense. Et en aucun cas, la psychanalyse n'impliquerait d'ailleurs de ne pas donner un traitement, etc. Mais comme je vous ai expliqué un peu avant, la manière dont on peut donner un traitement, on entrevoit dans la ligne d'horizon comme ça que la résistance, évidemment, c'est celle de l'analyste, elle vaudrait pour celle du psychiatre. C'est-à-dire elle est à mettre à l'horizon au fond, si ça ne marche pas, regardons ça autrement, prenons-le par un autre bord, peut-être quelque chose pourrait autrement. Enfin, travaillons avec le sujet à transformer quelque chose de cette jouissance qui le contraint, qui le dépasse, mais qui le dépasse au-delà du simple symptôme, qui le dépasse sur le plan du réel au point de le conduire hors discours. Voilà. Alors, si vous me demandez si c'est un problème, bien sûr, je vais vous dire oui, mais je vous dirais que je reviendrai au fond à ce que je disais au début. C'est-à-dire c'est un problème plus encore qu'on ne le pense. Plus encore qu'on ne le pense parce que, si vous voulez, nous sommes battus pour qu'il n'y ait pas de syntagme figé sur le mode, la bipolarité. À un moment donné, c'était la dépression, tout était dépressif, après tout le monde était bipolaire, après tout le monde était... Donc, voilà, nous nous sommes battus contre le DSM-5, mais par rapport aux neurosciences, le DSM-5, il y a quand même des signifiants qui disent le malaise psychique, qui disent ce qui ne va pas, qui disent au fond que l'être parlant est complexe. Bien sûr, c'est saucissonné, bien sûr, c'est statistisé, si vous voulez, pour faire un néologisme, mais tout de même, les mots y sont. Il y a comme une trace du passé dans le DSM-5. Et au fond, quelqu'un qui voudrait s'intéresser à la clinique partant du DSM-5 et qui s'intéresserait au sujet lui-même, comme vous disiez, est-ce que l'époque a disparu? Non, elle n'a pas disparu. Il pourrait retrouver qu'est-ce qu'une bouffée délirante, puisqu'on en a parlé récemment, on n'en parle plus, pourtant elle est dans le DSM-5, je l'ai retrouvée auprès d'un patient, je ne l'ai pas retrouvée. Après tout, ça dépend aussi d'un certain usage qu'on pourrait en faire. Le cognitivisme, c'est déjà plus complexe, ça suppose plutôt un maître peut-être un peu plus féroce, qui veut absolument reprogrammer. Bon, là, on est peut-être dans une zone plus proche des neurosciences, encore que les neurosciences en tant que telles. Vous savez, les neurosciences, il n'y a vraiment plus de place de l'inconscient, et je vais vous dire comment ils éliminent l'inconscient.
Ils éliminent l'inconscient en fabriquant des maladies. La narcolepsie, par exemple. Le sujet d'or, il est narcoleptique. On revient à l'en-deçà de l'épilepsie, c'est-à-dire on revient à l'épilepsie en tant qu'on ne savait pas la distinguer au fond de l'hystérie ou du psychisme, et ça a été très bien pour les deux, c'est-à-dire ça a été très bien pour l'hystérie de savoir que la parole pouvait libérer quelque chose, comme on dit aujourd'hui, et ça a été très bien pour l'épilepsie, puisque ça permettait de savoir ce qu'était vraiment l'épilepsie, de la traiter correctement, et de savoir que l'épilepsie, la crise elle-même, peut être subordonnée au sujet lui-même. C'est-à-dire que quand le sujet est fragilisé par quelque chose de sa vie, eh bien, la crise peut un petit peu plus survenir, les familles le savent, enfin, il y a quelque chose qui peut se régler sans que l'épilepsie soit comme telle remise en question. Mais là, maintenant, on invente, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas bouger, vous êtes mélancolique, mais vous n'êtes pas catatonique, ça n'existe plus la catatonie, on va vous trouver un syndrome neurologique qui va la remplacer. Et si vous vous endormez parce que l'autre, avec un grand A, vous lâche, parce que pour avoir entendu beaucoup de patients, je peux vous dire que quand l'autre lâche le sujet se déconnecte et d'une certaine manière s'endort, tombe, n'est plus là, et qu'on en fait un syndrome neurologique, on traite le sujet. J'ai d'ailleurs un exemple fort triste que je ne peux pas rapporter ici, mais qui a été épouvantable, un sujet qui finalement s'est suicidé parce qu'on l'a catalogué narcoleptique. Narcoleptique, il n'y a plus rien à faire. L'autre de la science a dit tu es narcoleptique. C'est l'équivalent de je suis ce que je dis, version autre. C'est-à-dire l'autre a dit ce que j'étais, je ne peux plus m'en sortir. Donc voilà la gravité dans laquelle nous sommes, et d'autres maladies vont être inventées. La TDAH, évidemment, on n'en parle pas, c'est-à-dire que d'un côté on a le sujet qui dort, de l'autre côté on a le sujet qui s'agite. Donc dans tous les cas, on a quoi? Des corps qui dorment, qui bougent, qui ne se meuvent pas comme il faut, et dont on va essayer de tirer les ficelles. Donc ce sont des corps que l'on psychotise. Comment appeler ça autrement? Si on se prend pour l'autre qui tire les ficelles, on devient le dieu de Schreber. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a quelque chose comme ça dans la science, qui n'est pas une science. Alors, que la science cherche, soit. Qu'elle affine ses recherches, soit. Mais l'usage qui est fait est extrêmement dangereux. Extrêmement. Et il va... la question est essentiellement c'est celle-là, il va participer à ce qui chemine dans les profondeurs du goût, la disparition de l'être parlant. C'est quelque chose qui va plus loin que l'anonymat. Ça va plus loin, parce que c'est vraiment sa pensée n'a plus à être. Être un être parlant anonyme, oublié, numérisé un peu, bon. Mais ne plus être, ça, c'est du registre des neurosciences. C'est ça la visée. C'est ça s'occuper du corps en tant qu'il n'est plus habité par la parole. Et ça, c'est gravissime. Alors, quelle place pour l'inconscient ? Quelle place pour l'inconscient? Bon, Dieu merci, nous sommes là. C'est-à-dire, nous sommes, au fond, quand vous dites, effectivement, il y a l'interprétation a fortiori, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une interprétation, c'est le corps. Donc, à partir du moment où il n'y a plus que le corps, c'est terminé. On ne peut pas interpréter autre chose. Puis le corps ne peut pas être interprété, puisqu'il n'est pas parlant, dans ces cas. Donc, là, l'interprétation termine. Nous faisons l'interprétation de ça. C'est ce que je suis en train de faire, enfin, en train d'essayer de faire. Donc, de mettre l'accent, de montrer cela, font de manière à le rendre, j'espère, irréfutable. C'est-à-dire qu'on puisse, à un moment donné, se dire oui,
ça ne peut pas être comme ça tout de même. Il faut tout de même que, même si le sujet est catalepsique, il faut tout de même qu'il puisse en dire quelque chose. Même s'il résiste au traitement, il faut tout de même qu'il puisse participer à quel est son point de vue sur la question. Voilà. Donc, voilà ce que nous pouvons apporter comme interprétation. Ça, c'est l'interprétation que l'on fait de l'ère du temps. Maintenant, il faut bien dire qu'on nous sollicite. La psychanalyse n'est pas... au fond, sur le plan médiatique, on essaye de laisser dire la psychanalyse, ça ne nous intéresse pas, c'est pas bien, etc. Il faut pas, la science, etc. Comme vous disiez, la science est élevée à la hauteur de l'idéal, alors qu'elle ne l'est pas sur ce plan-là, en tout cas. Eh bien, la psychanalyse, elle est liée parce qu'il y a énormément de patients qui viennent et qui par après coup, ayant subi des effets délétères des traitements par les neurosciences. Bon, ça c'est une chose. Et puis, ce qui m'importerait surtout de dire, c'est que quand on vilipende la psychanalyse, on la vilipende au nom de l'idée que l'on a de l'inconscient, qui n'a rien à voir avec l'inconscient tel que Lacan nous a fait cheminer à travers ce concept. Il ne s'agit pas du tout d'aborder, prenons l'exemple d'un enfant, même d'un jeune adulte trans, il ne s'agit pas du tout d'aller lui demander ce qu'il pense de son papa, de sa maman, de ce qu'il faisait quand il était petit. Il va nous dire, mais de quoi est-ce que vous parlez? Bon. Il s'agit, au contraire, de le considérer comme par l'être, c'est-à-dire de commencer par ce qui est le plus précieux de lui. Et si le plus précieux de lui, c'est d'être ce qu'il dit, commençons par là. Alors, il s'agit donc d'aller vers... J'avais été très sensible, et je la suis toujours, et il me semble que c'est vraiment quelque chose qui est déterminant, et c'est petite chose, mais déterminante. Jacques-Alain Miller avait titré un exposé, un texte, vers l'adolescence. Ça indiquait très bien qu'il s'agissait de l'inconscient de la jouissance, qu'il n'était pas question de dire au sujet « parlez-moi de ce que vous voudrez », qu'il s'agissait d'aller vers le point où il est pris dans une certaine jouissance et de voir avec lui, justement d'aller vers cela avec, au fond, sur le même plan, c'est-à-dire sur le plan du par-l'être, sur le plan de la langue prise dans le corps déjà, pas sur le plan de la langue qui ensuite va se promener pour avoir les formations de l'inconscient. Ce n'est pas possible devant quelqu'un qui vous présente une jouissance bien chevillée. Mais il s'agit plutôt de savoir si cette jouissance bien chevillée, elle vaut réellement pour lui, ou bien si elle n'est qu'une manière que l'autre lui a mise sur le dos pour faire avec ce qui ne va pas. À ce moment-là, aller vers lui, c'est y aller avec le concept d'inconscient par l'être, c'est-à-dire d'emblée enraciné dans la question de la jouissance et interrogeant la jouissance avec le sujet. Eh bien, nous pouvons tout à fait répondre. La psychanalyse peut répondre, pas seulement de la névrose, mais elle peut répondre en effet de la psychose, en effet de l'autisme, en effet des questions de transsexualité, parce qu'elle est tout à fait aujourd'hui, avec Lacan, susceptible d'être au même niveau, c'est-à-dire au niveau où ce qui est interrogé, c'est la jouissance, puisque notre ère du temps interroge la jouissance. Et donc, je vous fais remarquer qu'à ce point, la jouissance ne signifie pas le corps sans parole. La jouissance signifie le corps parlant.
Et à partir de là, l'inconscient a encore de beaux jours.